Les arbres vont-ils nous sauver face aux canicules à répétition? Font-ils vraiment baisser la température au cœur de nos villes? Et quel rôle les forêts peuvent-elles jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique? Ou plutôt, quel rôle jouent-elles? Avec nous pour en parler, Pierre-Xavier Ferron, bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes chargé de plaidoyer énergie-climat pour l'association Canopée Forêt Vivante. Avec nous également Clément Hélary, bonsoir et bienvenue également. Vous êtes chargé de campagne Forêt à Greenpeace France, organisation non gouvernementale. On commence par le rôle des forêts dans la lutte contre le changement climatique, des forêts et des arbres. Mais d'abord, aujourd'hui en France, 38 degrés à Montpellier, à l'heure où l'on se parle. Biarritz, 38 également, 37 à Nantes. Les arbres sont-ils les meilleurs climatiseurs? Effectivement, les arbres ont un rôle essentiel, on le voit bien. Parfois, quand on se dit que la température va augmenter de plus 4 degrés, on voit qu'en forêt, on est souvent à moins 4 degrés de température. On voit bien la fonction de régulation qu'ont les arbres. Plus largement, les arbres permettent d'absorber du carbone. Donc en fait, c'est ce qui va permettre de capter les absorptions, les émissions qu'on n'aura pas réussi à réduire. Parce que le but aujourd'hui, on parle beaucoup de la réduction des émissions, mais à terme, il restera des émissions. Comment on va faire avec ces émissions? Il faudra bien qu'elles soient captées. Et c'est la forêt qui permet de capter ces émissions pour atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone qu'on vise en 2050. Donc pour remplir nos engagements, la forêt est fondamentale. Prenons une ville comme Paris, comme Bruxelles. Est-il vrai que les températures peuvent-elles vraiment différentes en fonction d'un point à un autre, si on est par exemple dans un parc ou si on est sur le boulevard périphérique? Oui, tout à fait. Le béton, lui, il capte la chaleur et la redégage, alors que l'arbre permet à la fois de créer de l'ombrage, tout simplement, et puis de réduire la température. On sait, en sous-bois, c'est très essentiel, mais ça s'observe aussi, ça se vit dans les villes, et plus il y a d'arbres présents en ville, plus les températures au niveau local diminuent, mais c'est aussi la protection des forêts, un enjeu vraiment international à prendre en compte. La protection des forêts, on va en parler. J'aimerais juste qu'on reste sur cette question. On parle de la végétation, mais plus particulièrement des arbres. Pourquoi? Par leur envergure, par leur... En fait, en forêt, ce qui se crée, c'est qu'avec la couverture, donc ce qu'on appelle la canopée, c'est le nom de notre association, c'est pas pour rien, c'est par leur envergure, la canopée crée un microclimat forestier qui permet justement d'apporter un climat forestier, et c'est essentiel pour la végétation. On le voit, il y a une comparaison qui a été faite entre quand on essaye de faire pousser des arbres à la suite d'une coupe rase, quand il n'y a plus de couvert forestier, on voit qu'il y a un nombre d'arbres important qui meurent. Or, ce couvert forestier, parce qu'il préserve un microclimat, permet justement à la végétation de repousser parce qu'elle est moins soumise au soleil et à la sécheresse. Et donc, c'est essentiel de préserver l'ensemble du couvert. Mais pas de canopée dans les villes, on ne peut pas, mais on peut planter des arbres? Oui, tout à fait. Et puis, c'est en effet un symbole important. Et l'arbre autour de lui aussi peut permettre à d'autres plantes d'émerger en créant les conditions d'accueil, on va dire, et à des animaux aussi d'y nicher, d'y habiter. Donc, un arbre ou plusieurs arbres plantés, c'est aussi un apport positif pour la biodiversité, notamment en ville. Alors on parle des arbres protecteurs, par exemple dans nos villes. Dans un instant, on parlera évidemment de la déforestation. Mais les arbres eux-mêmes souffrent de ces canicules et de ces vagues de chaleur extrême. On voit dans des villes des feuilles mortes comme à l'automne. Quels sont les effets, plutôt les méfaits des canicules sur les arbres? Alors effectivement, c'est assez documenté. Aujourd'hui, il y a deux effets majeurs. C'est que les arbres poussent moins vite à cause du réchauffement climatique. C'est un premier effet. C'est pour ça aussi qu'ils captent moins de carbone, malheureusement. Et le deuxième effet, c'est que la mortalité augmente. Malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à surestimer énormément l'impact et la mortalité des arbres en se disant « Ah faut vite agir, faut remplacer la forêt par d'autres arbres » et on anticipe complètement les conséquences du réchauffement climatique plutôt qu'essayer de faire en sorte de mettre des bonnes pratiques en forêt et de changer nos pratiques de sylviculture pour aider la forêt à s'adapter et à résister mieux au réchauffement climatique. Donc c'est essentiel de prendre notre temps pour pas détruire la forêt sous couvert de vouloir l'adapter. Sur les villes, les politiques, les responsables les savent. Certains maires ont déjà pris la mesure en plantant des arbres. On fait mine aujourd'hui de découvrir l'importance des arbres. Comment expliquez-vous cette contradiction ? Pour moi, elle est du même ordre que le fait qu'on sait qu'il existe un changement climatique qui est le fait de nos activités économiques et du modèle économique dans lequel on vit depuis longtemps, et pour autant l'action n'est pas suffisante. Donc c'est pas tant un enjeu de savoir qu'un enjeu d'action politique très concrète.
Alors les arbres donc, et les forêts, vous l'avez dit, jouent un rôle primordial dans la lutte contre le changement climatique. La question, elle est la suivante ce soir. Est-ce qu'on progresse? Est-ce que la déforestation recule? Ou est-ce qu'elle s'aggrave? Eh bien, tout dépend de qui parle. On va le voir, la FAO par exemple, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture annonce une baisse. De son côté, le Global Forest Watch, une hausse. Alors où en est-on vraiment? Pascal Vessey nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir, pour commencer, Mohamed. d'abord, quel est l'état des forêts dans le monde, tout simplement? Ça dépend de qui vous le demande. Deux organismes de référence donnent deux versions différentes. Selon la FAO qui publie une évaluation tous les 5 ans, la déforestation diminue, 10 millions d'hectares perdus par an sur 2015 et 2025. C'est 3 millions d'hectares de moins que sur la période 2000-2015. Le Global Forest Watch, lui, dit l'inverse. Il mesure une perte de couverts forestiers en hausse, pas en baisse. 13 millions d'hectares en 2001, 25 millions en 2025, soit près du double. Alors comment expliquer ces contradictions et qui a raison au fond? Les deux, car en réalité, ils ne mesurent pas la même chose. La FAO évalue une superficie forestière selon une définition liée à l'usage des terres. Une parcelle rasée mais destinée à redevenir forêt reste comptée comme telle. Le Global Forest Watch, lui, surveille en temps réel, via satellite, la perte réelle de couvert végétal, peu importe l'usage prévu des terres. Et quels sont les pays les plus touchés, les régions les plus touchées par cette déforestation, Pascal? Selon la FAO, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont les deux continents les plus affectés, avec respectivement 3,4 et 4,2 millions d'hectares perdus chaque année sur la période 2015-2025. En tête, le Brésil, avec l'Amazonie, percée par des routes comme la BR 163 qui ouvre la voie au soja et l'élevage, suivi par la Bolivie, la République démocratique du Congo et l'Indonésie. D'après le Global Forest Watch, les tropiques auraient perdu 11 millions d'hectares de couverts forestiers en 2025. Particulièrement inquiétant, 4,2 millions d'hectares déforestés se trouvent dans les forêts primaires. Et peut-on encore inverser la tendance? C'est toute la question. Canopé, l'association qui milite pour la protection des forêts, le rappelle, 80% de la déforestation liée à notre consommation vient de l'agriculture et de l'élevage. Viande, soja, huile de palme, cacao, café, bois. L'Europe a justement un règlement pour bloquer l'entrée de ces produits liés à la déforestation. Concrètement, les entreprises devront prouver que leurs importations ne viennent pas de terres déboisées, mais son application déjà repoussée 2 fois est maintenant prévue pour décembre 2026. Merci beaucoup Pascal pour ce point très complet. On a vu d'ailleurs la source Canopé, vous avez vu, on se base sur vos travaux qui sont précieux. Père Xavier Ferron, la déforestation recule ou pas alors? Malheureusement, je pense que si on prend les chiffres qui ont été montrés, on voit que malheureusement, elle ne recule pas. Au pire, la tendance de terre qui change d'usage décline un tout petit peu. Mais quand on parle de couvert forestier, on a bien vu les chiffres et malheureusement, ça a toujours Donc tendance pour vous, à augmenter. c'est pas l'étude de la FAO qui est la plus à prendre en compte, ouais. Pas forcément. Ouais. Une réaction à Greenpeace, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt négatif? En fait, quel que soit le constat qu'il partage, c'est que la déforestation ne s'arrête pas, quel que soit le chiffre qui est donné. Donc tous les ans, on perd des surfaces de forêt. Et donc on perd aussi de la capacité à stocker, à capter du carbone et à contrebalancer les émissions de carbone qui doivent aussi réduire. Mais on vient s'attaquer à un de nos meilleurs alliés contre le changement climatique. Quels sont les effets de cette déforestation sur la planète? Ils sont divers. D'abord, les forêts jouent un rôle important pour stocker, capter le carbone. Et donc la déforestation vient réduire leur capacité à jouer ce rôle-là. Les forêts aussi ont un rôle important pour la biodiversité. 80% de la biodiversité terrestre se trouve en forêt. Et puis aussi des centaines de millions de personnes qui y habitent dans ces forêts. Donc la déforestation, elle a un impact direct sur le climat, sur la biodiversité, sur les personnes qui habitent ces territoires-là. Et donc des arbres qui meurent, des arbres coupés, amplification des feux aussi à cause des sécheresses, les forêts qui se dégradent et qui captent forcément moins de CO2. Qu'est-ce que vous prenez, vous, à Canopé, forêt vivante? Que prenez-vous pour qu'elles le restent, ces forêts vivantes? Alors il y a plusieurs solutions. La première, c'est ce qui est dans notre récent rapport sur les puits de carbone forestiers, c'est qu'il faut accepter d'être sobre. Aujourd'hui, on demande tout à la forêt, et ce qu'on fait, c'est qu'on définit le bois dont on a besoin. On fixe des quantités de bois dont on aurait besoin dans l'avenir pour remplir tous les usages, pour
plutôt que se demander qu'est-ce que la forêt est capable de fournir sans se dégrader. Donc en fait, il y a une nouvelle stratégie qui est sortie, c'est un peu la stratégie climat du gouvernement pour atteindre nos objectifs d'ici 2030, et elle préconise d'augmenter de manière très importante, de 13%, la récolte de bois. Alors qu'on voit qu'en fait, ça aura pour effet tout simplement de dégrader la capacité de la forêt à capter du carbone de manière très importante et de ne pas remplir nos objectifs en 2030. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est tout simplement de réduire la récolte de bois en forêt. La deuxième chose, qui est plutôt simple aussi, c'est de changer nos méthodes de sylviculture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et on l'a bien vu, quand un arbre est soumis à un fort ensoleillement et qu'il n'a plus de couverture forestière, eh ben, il a du mal à pousser. Il y a de nombreux cas, les petites plants d'arbres qui sont poussés meurent. Donc pour éviter ça, on propose d'autres types de sylviculture, des sylvicultures qui sont plus proches de la nature, qui comprennent l'écosystème, comment il fonctionne, qui préservent la biodiversité. C'est ce qu'on appelle la sylviculture mélangée à couvert continu. Est-ce que ça existe déjà? C'est-à-dire, ça existe déjà. Où ça? Alors, il y a plein de producteurs en France, enfin plein d'exploitants forestiers en France qui utilisent ces méthodes. Il y a notamment une association ProSylva qui promet ces méthodes et nous, on travaille au quotidien avec ces exploitants forestiers pour essayer de documenter et de montrer que ces pratiques forestières ont plus de valeur, permettent de préserver la forêt. Alors certes, les travaux sont plus fréquents et économiquement, ça peut avoir plus de coûts, mais sur une plus longue période, on se rend compte que même économiquement, avec ces méthodes de sylviculture, on y parvient, on arrive à la même chose, on arrive à des résultats économiques qui sont au moins aussi satisfaisants. Et entre-temps, on a préservé le capital de la forêt, sa capacité à capter du carbone, la biodiversité qu'elle contient. Donc effectivement, il y a d'autres méthodes de sylviculture. Un pays qui vous vient en tête, un pays vertueux? Là, je parle de la France. Où oui, on fait ça, mais au niveau local, mais je parle de position gouvernementale, étatique. Est-ce qu'il y a des pays plus vertueux que d'autres ou pas? En Europe, en Slovénie par exemple, l'État est plus vertueux qu'en France sur un certain nombre de préconisations qu'il fait, notamment sur l'encadrement des coupes rases, où la définition de la coupe rase est beaucoup plus stricte. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure préservation de la forêt. Un exemple au cœur de l'Europe. Clément Elary, vous avez une approche aussi intéressante. Vous prenez une approche qui fait le lien entre climat et biodiversité. Vous dites plus un écosystème est complexe, divers, plus il est robuste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors ça, on l'observe à différents niveaux, hein, mais dans la capacité d'un système à résister au choc, on va dire, dont le changement climatique... que le changement climatique apporte, notamment les sécheresses, les températures importantes, plus l'écosystème est divers, plus il sera en capacité d'y répondre et de s'y adapter. C'est relativement simple, mais si un écosystème ne contient qu'une espèce, un type d'arbre, il sera forcément plus fragile à certaines menaces en particulier. Et si cette menace apparaît, si ce choc a lieu, c'est l'ensemble du coup de l'écosystème qui risque de... Favoriser aussi la reconnaissance des territoires des peuples autochtones, vous en avez parlé, où les écosystèmes sont mieux conservés. 36% des forêts, selon vos chiffres intacts du monde, se trouvent sur leur territoire. Oui, tout à fait. Pour lutter contre la déforestation à l'échelle mondiale, il faut s'attaquer au moteur de la déforestation. On en a parlé, c'est avant tout le commerce international avec les importations, notamment de produits. En ça, la France est aussi responsable, hein, avec les importations de cacao, d'huile de palme ou de soja, par exemple. Mais il faut aussi soutenir celles et ceux qui luttent contre la destruction de ces écosystèmes-là, et en premier lieu les peuples autochtones, qui, vous venez de le dire, en protégeant leur territoire, protègent aussi les écosystèmes qui s'y trouvent. Et donc lutter pour la reconnaissance de leurs droits et la reconnaissance de leur territoire, c'est un moyen très concret de lutter contre la déforestation. Sauf qu'ils sont certes les derniers lanceurs d'alerte, mais pris pour cible aussi. On le voit notamment dans l'Argentine de Javier Milei, où parfois ils sont accusés eux-mêmes de mettre le feu. On a cette sorte d'accusation inversée. L'inversion accusateur, oui, vous l'avez dit, hein, au niveau global, on voit la façon dont les territoires des peuples autochtones, ce sont les endroits aussi où les écosystèmes sont le mieux protégés. Et oui, il ne faut clairement pas inverser les choses, hein. Ce sont eux qui protègent leur territoire, qui les connaissent, qui y vivent et qui démontrent aussi qu'il est possible d'y habiter sans détruire l'écosystème qui s'y trouve. La destruction de l'Amazonie, elle est relativement récente à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Elle n'est pas naturelle, entre guillemets, elle est induite par un système, et eux montrent que ce système-là est résultat de choix, et qu'il est possible de faire autrement. Sur l'exemple, je donnais celui de l'Argentine, on peut en donner d'autres, mais c'est vrai que l'argument souvent avancé par les dirigeants qui coupent ou qui forent, c'est de dire si on ne le fait pas, ça freine le développement économique. Quand on est à Canopée Forêt Vivante, on répond quoi à cela? Vous le disiez tout à l'heure, qu'il fallait un équilibre. Tout à fait. On le voit bien, par exemple, nous, on suit un dossier, c'est une mine de nickel qui est forée par Eramet
en Indonésie. On voit que les populations locales n'ont pas été respectées. On essaye de trouver des no-go zones pour que justement les forêts à cet endroit-là, qui sont des forêts primaires, soient protégées et que les populations autochtones à l'intérieur de ces forêts puissent continuer à vivre dans leur environnement naturel. Et on peut trouver des moyens de limiter, c'est toujours une question de sobriété, mais de limiter un minimum les extractions pour préserver aussi la forêt et pour préserver les populations locales qui y vivent. Est-ce que vous sentez une prise de conscience? L'huile de palme, ça a beaucoup fait parler. De plus en plus de citoyens commencent à regarder l'étiquette. Est-ce que vous avez des informations encourageantes en ce sens? Alors moi j'ai une information plutôt décourageante à l'inverse. En effet, il y a quand même eu tout un travail qui a été fait notamment par les ONG de mise en avant de l'information et du lien entre les importations, les activités économiques et la déforestation dans d'autres pays, qui a pu avoir des effets. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a le moratoire soja qui, lui, est plutôt en Amazonie et a permis de réduire l'impact des productions de soja qui sont beaucoup destinées à l'exportation et notamment importées par la France et l'Europe pour nourrir les animaux d'élevage. Ce moratoire soja-là qui a réduit l'impact du soja sur la déforestation en Amazonie est aujourd'hui menacé et risque de tomber, ce qui serait plutôt un mauvais signe. Un dernier mot. C'est pour ça que c'est très important que le RDIE qui a été repoussé déjà suffisamment soit mis en vigueur et que les contrôles, qu'on donne les moyens de faire les contrôles sur toutes les différentes choses qui sont à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, exactement. Ouais. Merci beaucoup Clément et Larry et merci à vous Pierre-Xavier Ferron. On peut évidemment aller sur vos sites internet respectifs Canopé et Greenpeace pour s'informer davantage sur cette question des arbres et de la forêt, véritable poumon de notre planète.